Здравствуйте, товарищ Кристель. Как дела? Здравствуйте, товарищ Савичбис. Все хорошо. А у Ah, тебя? normalement, спасибо. Et voilà, donc petite interview avec Christelle Néant, qui se trouve dans le Donbass. Il y a quelques jours, il y a 2, 3 jours, elle était à Moscou, mais ça, elle va vous en parler. Alors, j'ai entendu dire que tu avais reçu un prix littéraire. Alors, c'est pas un prix littéraire, c'est un prix journalistique. C'est le prix Sérénachim pour l'intégrité sans compromission en matière de journalisme. Alors, Sérénachim, c'était une journaliste d'origine iranienne qui est morte dans un accident de voiture des plus troublants, si tu veux, alors qu'elle dénonçait, entre autres, les agissements de la Turquie et, entre autres, des services de renseignement turcs en Syrie. Donc, il y a quand même de gros soupçons que, elle aurait été liquidée, quoi. Et donc, eh bien, d'autres journalistes ont décidé de créer un fonds qui donc décerne chaque année un prix pour les journalistes qui, eh bien, justement, font preuve comme Serena du même courage pour dénoncer les choses, quitte à prendre tous les risques. Et donc voilà, cette année, c'est moi qui ai été nominée. Il y a d'ailleurs d'autres membres parmi ceux que je veux dans ma future équipe, qui sont aussi des lauréats de ce prix, entre autres Vanessa Bailey et Eva Bartlett. Donc, je suis très très contente d'avoir reçu ce prix. Et je l'ai reçu juste avant, justement, l'aller-retour jusqu'à Moscou. C'est juste qu'avec l'aller-retour, forcément, j'ai pas eu trop le temps de faire la promotion du prix. Donc, je l'ai fait après mon retour. Alors, félicitations. Ouais, donc, aller-retour à Moscou. Bon, tu m'avais mis au courant, mais tout le monde n'était pas au courant. En gros, qu'est-ce qui s'est passé et pour quelle raison tu as dû aller à Moscou? En fait, on m'a proposé donc d'assister à un conseil au premier conseil de surveillance de l'association qui s'appelle Russie, pays d'opportunité, dont le président du conseil de surveillance est le président de la Fédération de Russie, c'est Vladimir Poutine. C'est une organisation qui aide à créer des projets en matière culturelle, sociale, caritatif, éducationnel, enfin tout. C'est plein de trucs pour justement permettre entre autres aux jeunes de pouvoir se réaliser pleinement. C'est vraiment l'objectif du truc. Et de développer le pays. Donc, ils ont ce truc-là qui supervise lui-même un certain nombre de différents projets dans les différents secteurs. Écologie aussi, il y a des trucs sur l'écologie. Donc, j'ai dit oui, d'accord. Puis on me dit, écoute, on fera ça en vidéoconférence depuis les bureaux de l'organisation qui ont été ouverts récemment à Lugansk. Je dis ok, moi je suis en République populaire de Donetsk, c'est quelques heures pour aller en voiture jusqu'à Lugansk. Je décide d'y aller la veille pour être sûr d'être à l'heure, de ne pas avoir de retard, parce que comme je dis, il faut quand même un peu de temps, puisque les routes principales, celles qui sont les plus rapides, sont malheureusement à portée de tir de l'armée ukrainienne. Et actuellement, on a quand même des combats très très actifs sur plusieurs zones du front qui sont assez proches de l'autoroute. Donc, on est obligé de passer par des petites routes, et donc forcément, ça prend plus de temps. Et donc, me voilà partie la veille, j'ai des amis à Lugansk, j'ai prévu de dormir chez eux. J'arrive, je dépose mes affaires chez eux, et puis je vais au bureau de l'organisation pour discuter, qui m'explique comment ça va se passer le lendemain, etc., etc. Et une fois sur place, on m'explique, mais en fait, Christelle, il faut que tu montes à Moscou. Et j'ai dit, mais quand? En fait, là maintenant, tout de suite. Faut que tu y ailles assister en personne. J'ai dit c'est une blague parce que à cause des risques, on va dire militaires, les aéroports du sud-ouest de la Russie ne fonctionnent plus, entre autres celui de Rostov. Donc il n'y a pas d'avion qui me permettrait rapidement de monter jusqu'à Moscou. La seule solution, c'est le train qui met quasiment une journée, ou là la voiture. Donc on me trouve un chauffeur et c'est parti, quoi. Donc, on s'est tapé toute la route jusqu'à Moscou à une allure absolument folle. Le pauvre chauffeur, il m'a dit, j'ai jamais conduit comme ça.
Et je suis arrivée à temps parce qu'il y avait un certain nombre de procédures à faire avant de pouvoir rentrer dans le Kremlin. Et donc, il fallait que je sois déjà tôt le matin sur place, quoi. Mais en résultat, j'ai eu peu de temps pour préparer, pour faire mes répétitions. On m'avait expliqué que j'avais droit à peu près à 2 minutes. Donc, tu vois, tu dois exposer tout ton problème, ton projet et expliquer un peu qui t'es quand même en 2 minutes, quoi. Donc, c'est très court. Et donc, j'ai eu très peu de temps pour faire les répétitions. Donc, une fois sur place, bon, y a d'autres personnes qui passent avant moi. Et puis c'est mon tour. Bon, alors j'essaye de pas bafouiller, hein, parce que bon, il y a quand même beaucoup de stress. J'ai pas dormi de la nuit parce que le chauffeur, enfin, la voiture, elle volait littéralement sur l'asphalte. Mes résultats des courses, dès qu'il y avait un camion qui doublait ou quoi, il pilait comme un malade. Et donc je volais à moitié dans la voiture, donc impossible de dormir. Et puis donc j'ai pas dormi, je suis en stress, j'ai très peu répété. Et bon, voilà, je fais mon speech et bon, au début j'étais assez stressée parce que les premières personnes qui ont parlé, ils n'avaient pas l'air pas très intéressés, quoi, tu vois, il avait l'air un peu de il, c'est Vladimir Poutine. Donc Vladimir Poutine, il avait l'air un peu de s'ennuyer, quoi, pour rester poli. Donc j'étais un petit peu inquiète, si tu veux. Je me suis dit oula, c'est pas bon, tu vois. On a commencé très en retard aussi. Bon, il a un planning qui est forcément très très compliqué et très chargé, donc bon, normal, hein. Donc je me suis dit c'est pas bon, tu vois, il doit être déjà en train de réfléchir aux autres problèmes qu'il doit régler ou aux réunions qu'il a après, tu vois. Donc j'étais un peu pas très optimiste au départ, et puis finalement je le vois qu'il s'intéresse, je vois au langage corporel qu'il écoute ce que je lui dis, il prend beaucoup de notes. Et puis finalement s'engage donc le dialogue avec lui, très très sympa, vraiment. Enfin, il m'a fait des compliments, j'ai fini rouge tomate, et très simple, quoi. Donc on a eu cet échange qui était vraiment assez sympa. Donc en fait, ce que j'ai exposé, c'est un projet, tout simplement un projet médiatique qui est de regrouper un certain nombre de journalistes qui actuellement sont tous indépendants et travaillent chacun dans leur coin, pour en faire une équipe. C'est-à-dire y adjoindre des traducteurs, vidéomonteurs, personne qui va s'occuper du site, une autre des réseaux sociaux, tu vois, parce que tout ça, ça prend du temps. Quand tu es un journaliste tout seul qui fait tout, c'est un peu compliqué. Parce que tu gères vraiment tout, c'est-à-dire, dans mon cas, je gère le site, les différents réseaux sociaux, les courriers, enfin la boîte mail, l'administratif, aller filmer, puis ensuite faire le montage vidéo, la traduction, le sous-titrage, puis la publication et l'envoi sur les réseaux sociaux et la publicité, quoi. Enfin, publicité entre guillemets. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Et donc, comme j'ai dit à Vladimir Poutine, c'est pas très efficace. C'est clair que si ces différents journalistes travaillent ensemble en une équipe, avec en plus un soutien administratif, traducteur, etc. et technique, là déjà on peut passer à un niveau de quantité de contenu et de qualité qui déjà va être tout autre. Et donc c'était l'idée. Donc c'est une idée que j'ai déjà depuis l'année dernière. L'année dernière justement j'ai suivi une formation qui s'appelle l'Atelier des nouveaux médias, qui est une formation sur justement le journalisme à l'ère d'Internet, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la façon de faire du journalisme, et surtout de faire du journalisme efficace, avec les derniers outils. Par exemple, l'émergence monstrueuse de Telegram, qui a complètement changé la donne. Dans ce truc, donc on nous a justement appris ça, mais on nous a aussi appris à comment préparer un projet. Comment monter une équipe, de quoi tu vas avoir besoin, quels instruments peuvent t'aider là-dedans, quels éléments tu dois prendre en compte, comment faire ta présentation. Justement, on a eu des entraînements à l'époque pour faire une présentation de projet en 2 à 3 minutes maximum. On avait un chronomètre à l'écran et puis tu devais t'y tenir. Donc on a eu, si tu veux, toute cette formation qui a été très très utile et qui m'a amené en fait à transformer cette vague idée que j'avais déjà depuis un moment de rassembler ces journalistes. Je me suis dit, en fait, c'est un projet qui pourrait être réellement, devenir quelque chose de concret, quoi.
Et donc, j'ai commencé justement à travailler avec l'équipe de l'Atelier des Nouveaux Médias sur ce sujet-là l'année dernière. Mais c'est vrai que ça avançait pas trop. Ça avançait pas trop. On avait senti un intérêt, mais il y a quelque chose qui bloquait. Et donc, là, en fait, eh bien, c'est justement les gars de l'Atelier des Nouveaux Médias qui, via l'organisation Réussite Pays d'Opportunités, m'a dit, écoute, au lieu de s'adresser au saint, on va s'adresser à Dieu en personne. Comme ça, les choses vont bouger. Et effectivement, donc, il a apporté son soutien au projet de façon claire. Donc, je pense que maintenant, ça va bouger. Alors, pourquoi j'ai eu cette idée de rassembler ces journalistes? Bien tout simplement parce qu'au départ, quand j'ai commencé à travailler dans le Donbass, je travaillais au sein d'une agence où on était plusieurs journalistes étrangers, avec justement des traducteurs, on avait un technicien qui s'occupait du site, et c'est clair que j'arrivais à fournir beaucoup plus de contenu parce que je n'avais pas à m'occuper de gérer techniquement le site ou voilà, on avait des traducteurs qui permettaient ensuite de démultiplier nos contenus en plusieurs langues assez facilement. Donc, je me suis bien rendu compte des différences d'efficacité entre quand tu es tout seul et quand tu es au sein d'une équipe. Donc, c'est pour ça que j'ai eu cette idée. Voilà. Donc là, maintenant, on va travailler un peu plus concrètement bientôt sur quelle forme ça va prendre. Est-ce qu'on va peut-être changer le nom? On va voir. Il y a plein de choses à discuter sur la table, mais enfin, ça va bouger et ça va bouger dans le bon sens. Voilà. Puis comme j'ai dit, j'étais quand même très touchée des compliments que m'a fait Vladimir Poutine, de dire que voilà, en gros des phénomènes comme moi, il y en a pas beaucoup. Voilà. Des gens avec des valeurs, c'est clair que c'est rare de nos jours. Il faut les garder précieusement. Ce sont de bons exemples. Voilà. Donc j'étais vraiment ravie. Et donc toute l'équipe d'ailleurs de l'Atelier des Nouveaux Médias, l'équipe de Megapolis, qui est une chaîne russe avec qui je collabore depuis plusieurs mois. Donc ils publient une partie de mon matériel en russe. Et donc toutes ces organisations et cette chaîne qui me soutiennent, voilà, ils étaient vraiment heureux que ça bouge. Et moi aussi. Les confrères aussi avec qui j'avais discuté au départ pour demander qui était intéressé par ce projet, quand ils ont vu ça, ils étaient tous tout fous, ils étaient oh, et maintenant c'est quoi la prochaine étape, tu vois, ils sont déjà en mode attente. Donc je suis très contente du résultat, même si ça a été très épuisant parce que j'ai fait en gros en 3 jours j'ai fait un aller-retour Donbass Moscou plus passage au Kremlin, quoi. Donc j'ai très peu dormi. Bon, tu l'as réussi, c'est l'essentiel. Ouais, j'ai pas trop bafouillé. J'ai oublié quelques trucs dans ma présentation, mais rien de grave. Donc l'essentiel a été dit et compris. Donc c'est ça le plus important. C'est très bien. Au niveau du Donbass, de l'Ukraine, etc., on voit qu'il y a quand même certains changements qui se produisent. Moi, je regarde beaucoup au niveau de l'armement qui est fourni. Donc, l'organisation terroriste nord-atlantique commence à recevoir des missiles longue portée, les Storm Shadow, si je me trompe pas. Ils ont envoyé des Storm Shadow, la France envoie maintenant des Scalp. Oui, ils en tirent quelques-uns, mais oui, ça a servi à tuer un général. Voilà, c'est un général russe. Mais ça change pas foncièrement la donne, en fait. Non, c'est évident. Sur le front, c'est comme les léopards qui avaient été présentés par l'Ukraine comme des espèces de Wunderwaffen, et en fait, les Wunderwaffen, nous connaissons cela. Voilà, donc en fait, ça s'est avéré être des tas de ferraille qui brûlent tout aussi bien que les T-72. Pareil pour les Bradley, les Max Pro américains, etc. Tout ça, ça brûle très bien. Et ça finit en tas de ruines rouillées dans les champs de la région de Zaporogie et de la zone de la RPD qui est encore sous contrôle ukrainien. Donc ça fait là un mois et demi là qu'ils essayent d'avancer. Ils ont pris 3 villages qui étaient dans la zone grise, c'est-à-dire ils ont toujours pas atteint la première ligne de défense russe, la vraie ligne de défense. Je te parle pas de quelques positions avancées
qui étaient plus des positions de reconnaissance. Je parle de la vraie première ligne de défense avec les fossés anti-chars, les dents de dragon, etc. Ouais, Donc les ils dents de y dragon, pour ceux arriveront qui ne pas. savent pas, c'est ces espèces de gros blocs en béton de forme comme Oui, ça, les pyramidale. Toblerone, comme on a en Les Suisse. Toblerone, voilà, les Toblerone. Donc et ça, ils ont toujours pas atteint. Donc si tu veux, ça fait 1 mois et demi que ils ont perdu plusieurs dizaines de milliers de soldats, plus des quantités de matériel énormes. Je crois qu'ils ont perdu près de 20% du matériel occidental qui leur avait été fourni, c'est-à-dire Léopard, Bradley, Max Pro, c'est quoi les autres? C'est les M113, je crois. Donc c'est une cata. C'est une cata, et d'ailleurs ça s'est vu à Vilnius. Hein. Ça s'est vu lors du sommet de l'OTAN à Vilnius. Zelensky était pas très content de ce qu'il a obtenu, parce qu'en gros... Ils n'ont plus rien ici, c'est ça le problème. Ils n'ont plus rien. Alors, résultat des courses, maintenant, les USA leur envoient des obus à sous-munitions qui ont servi hier à tuer un confrère journaliste. Ouais, alors, ce qu'il faut expliquer avec les obus à sous-munitions, c'est que ça pète et ça balance plein de petites bombes derrière. C'est ça. En gros, c'est au lieu d'utiliser un avion pour aller bombarder, on lance un de ces missiles chargés et puis qui, lui, va arroser dessous. Arroser. Le problème, c'est qu'en fait, déjà, c'est très risqué pour les populations. Parce que, alors, on nous dit, oui, mais les Russes aussi, ils utilisent ce genre de truc. Oui et non. Il faut savoir que sur les systèmes russes, il y a des systèmes d'autodestruction. C'est-à-dire, les trucs qui sont largués, déjà souvent, ce sont des mines, des mines anti-chars ou anti-personnel, et elles ont un système de désactivation. C'est-à-dire, au bout d'un certain temps, normalement, je crois la norme, c'est à peu près 1 mois, elles se désactivent automatiquement. C'est-à-dire, après, elles ne représenteront pas un grand danger pour les civils. Le problème, c'est que les systèmes américains, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le Laos et le Vietnam, qui ont dit, mais vous savez, nous, ici, on continue encore d'avoir des gens qui sautent sur les saloperies qui datent de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'était dans les années 60. Voilà. Donc, vous vous rendez compte un peu du tout. En plus, les systèmes américains, ils ont un taux de non-explosion de ces munitions, de ces sous-munitions, qui est énorme. Ils ont un pourcentage, ça peut monter, je crois, jusqu'à 30%, qui n'explosent pas à l'impact. Donc, ça veut dire que elles vont rentrer dans le sol. Et puis, quand l'agriculteur, il va aller ensuite, dans quelques années, essayer de labourer son champ, son tracteur, il va faire boum. Ouais. C'est pas, non, ça va pas. Ça, non, je veux dire, ces trucs sont interdits, ces armes sont interdites par les conventions internationales, et il y a une bonne raison pour ça. Donc, je veux dire, là, c'est quand même, ce qui est le summum de l'hypocrisie, c'est que quand ils ont accusé la Russie d'utiliser ce type d'armes, les USA ont dit que c'était inacceptable, etc., etc. Mais quand vous en fournissez à l'Ukraine, c'est acceptable. C'est habituel, hein, avec les USA ont toujours procédé de cette manière. Ce sont des menteurs pathologiques. Ah, mais c'est même pire que du mensonge. C'est carrément de l'hypocrisie jusqu'à un niveau stratosphérique. C'est vraiment du double standard. Donc là, vraiment, ils en sont rendus à ça parce que d'ailleurs, ça a été dit dans des médias américains, parce que tout simplement, les USA n'ont plus rien d'autre à leur filer. Voilà. Et c'est une guerre d'une telle intensité qu'ils n'arrivent plus à suivre. Et ça, c'était certain. Et en fait, en procédant aussi lentement, la Russie est non seulement en train de démilitariser l'Ukraine, elle est aussi en train de démilitariser l'OTAN. Ouais. Ouais. Donc oui, je sais que pour certains, c'est très frustrant, y compris pour moi qui suis sur le terrain, de voir que cette guerre ne se finit pas rapidement, mais c'est volontaire. Malheureusement, le prix en vie humaine est nécessaire pour un objectif, on va dire, un peu plus grand et plus important, qui est d'empêcher justement l'OTAN d'être ensuite une menace. C'est-à-dire si on finit la guerre très rapidement et que l'OTAN est encore en capacité de mener un vrai conflit, ça reste très dangereux pour la Russie. Avec le risque que l'OTAN s'implique directement dans le conflit ukrainien et décide d'intervenir, on va dire, personnellement. Disons, ce qui semble se profiler, en fait, c'est ce qu'on avait discuté à une autre époque. Ça sera une partition de l'Ukraine
vraisemblablement, peut-être que je me trompe, mais je verrais bien que donc la Russie intègre jusqu'à la frontière du Dniepr, côté droit, dans la Fédération de Russie, en fait, ce qui serait Je pas pense que mal ça du va aller tout. plus loin. Je pense que Loin. ça va aller plus loin. Je pense que ça va aller plus loin pour diverses